Salut tout le monde, bienvenue à ce septième vidéo sur le jeu Long Street Attacks publié par Revolution Games en 2018. Dans cette vidéo, nous allons voir le Close Combat, autrement dit les combats rapprochés. Alright, regardons quand même la map d'abord. Alors, Close Combat, c'est ce qui arrive là en toute fin d'activation de brigade si vous avez donné l'ordre d'attaque. Il n'y a que l'ordre d'attaque qui permet de faire du close combat. Si vous avez donné un ordre de defend, maneuver ou regroup, vous ne pouvez pas faire de close combat. Alors, close combat, comme son nom l'indique, c'est du combat au corps à corps. Là, on charge carrément le hex ennemi, là, puis on essaye de prendre sa position. C'est ça le but. Parce que, comme on dit en anglais, là, there's only so much que vous allez pouvoir faire avec du fire combat. Là. Du fire combat, là, on se tire dessus, puis là, on retraite, puis de temps en temps, on perd un step, là, mais on va voir, c'est pas souvent. Là. Tandis que close combat, là, c'est là où ça dégénère, puis c'est là où la bataille devient très laide d'un côté ou de l'autre. Là. Mais c'est vraiment comme ça qu'on va se faire saigner solide, puis qu'il va y avoir de la panique, là, puis qu'il y ait de la prise de position, comme je disais. Là. Fait que bref, euh, tôt ou tard, il faut en arriver à ça. Ça va être principalement encore là le rebelle qui va le faire au début pour être capable de prendre les positions de l'Union. Puis éventuellement, à mesure que la campagne progresse, l'Union va être en mesure d'essayer lui-même de reprendre les positions des rebelles. Fait que, je répète, si on donne un ordre d'attaque, c'est une bonne occasion de faire un petit recap. Là. Si on donne un ordre d'attaque, vos unités commencent par tirer. C'est la toute première chose qu'elles doivent faire. Elles doivent tirer en premier. Si elles veulent faire du fire combat, c'est au tout début de l'ordre. Après ça, elles peuvent se déplacer. Puis après ça, elles peuvent faire du close combat. Fait que si vous réussissez à activer une brigade, puis vous lui donnez un ordre d'attaque, essentiellement, elle peut attaquer deux fois. Là, on peut le voir comme ça. Là. Elle va commencer d'abord par tirer. Ensuite, s'il y a des unités qui veulent se déplacer, qui ont 4 points de mouvement pour le faire. Puis après ça, nos unités qui sont collées sur l'ennemi vont pouvoir faire du close combat. Fait que ça peut faire le ménage en esti, là, quand on active une brigade pour attaque, là, ça peut changer le portrait du battlefield pas mal dans le coin où cette brigade-là opère. Bon, d'abord, les restrictions. L'artillerie, évidemment, ne peut jamais initier de close combat. Elle peut être victime de close combat, mais elle ne peut pas l'initier. Les unités en ordre de skirmish, ici, je pense que je l'ai déjà dit, là, mais ces unités-là, dès qu'on se colle dessus, ils reculent d'un hex automatiquement. Puis ils ne peuvent pas se coller sur l'ennemi. Alors pour ces raisons-là, les unités en skirmish non plus ne peuvent pas initier de close combat, c'est évident. Vous devez d'abord tout annoncer vos intentions de close combat avant de les résoudre dans l'ordre de votre choix. Mais vous devez toutes les caler d'abord. Fait que, par exemple, si j'ai Kershaw ici, il faut dès le départ que j'annonce à l'Union qui va attaquer qui là-dedans. Là. Parce que là, il pourrait y avoir des regroupements. Là. Contrairement au Fire Combat, là, on peut vraiment coordonner, là, par exemple, si ce Hex-là était. Je vais même ajouter une autre unité de Kershaw ici. Là, euh, toutes les unités de Kershaw pourraient décider d'attaquer ce Hex-là. Là. Il n'y a plus de limite, là, comme dans le Fire Combat, là, que c'est seulement deux unités adjacentes qui peuvent faire cette attaque-là. Là. Maintenant, là, les quatre unités, s'ils veulent, là, pourraient rentrer dans ce hex-là. Fait que je dois annoncer qui attaque qui. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. Là. Fait que dans l'exemple que je vais faire, cette unité-là va attaquer cette infanterie-là. Ces deux unités-là vont attaquer cette unité-là. Là, vous allez dire, ben Chris, Marco, pourquoi qu'elle ne participe pas tant qu'à faire? Ben, je répète, vous allez comprendre pourquoi sous peu. Alors, j'annonce toutes mes close combat, qui attaque qui. Puis après ça, là, je peux décider, bon, on va commencer par exemple par résoudre cette affaire-là ici. Puis là, on la résout au complet, puis après ça, on passe au deuxième combat rapproché, troisième combat rapproché, et ainsi de suite. Fait que la grosse twist importante, c'est que oui, il y a plusieurs unités adjacentes à la cible qui peuvent attaquer, plusieurs hex adjacents à la cible qui peuvent attaquer, mais un seul de ces hex-là va être considéré ce que le jeu appelle le Assaulting Hex. Le hex qui mène l'assaut, si vous voulez, là, les gens principaux qui font l'assaut. Là. Fait que dans ce cas-là ici, là, même si j'ai désigné ces deux unités-là pour attaquer ici, là, ça l'aide d'avoir un coup de main. Là. On va voir comment là, pour les chiffres de colonne. Là. Mais je dois quand même dire, bon, ben, tu sais, c'est eux autres là, qui sont le assaulting
Hex. Mais j'ai pas besoin de prendre ce call-là tout de suite. Au début, j'annonce. Fait que par exemple, eux autres contre eux autres, ces deux-là contre eux autres ici, puis that's it. Après ça, prochaine étape, c'est que je dis à l'union, bon, ben, on va commencer ici. Et là, ce que l'union va faire, c'est ça qui fait que le close combat, c'est crissement pas facile. C'est que l'unité qui est la cible du close combat a le droit de faire un fire combat gratuit contre un des hex qui l'attaquent. Fait que c'est là que ça fesse en asti, là, parce que, bon, même si en apparence, ici, j'ai ma belle unité de Kershaw, là, 8 de force, puis 4 de rating de cohésion, puis qui attaque ici, là, ben, cette infanterie-là a le droit à une attaque gratuite ici, là. Selon toutes les règles qu'on s'est parlé, fait que là, à part à 6, elle tire à canister, fait qu'elle va avoir 150% de sa force, fait qu'elle est rendue à 9 de force. Fait que c'est quand même une attaque là, de 8-9 de force contre une unité qui a 4 de cohesion rating. J'ai des chances de manger une volée. Là. Comme rebelle, j'ai des chances de manger une volée, de perdre un step peut-être, de retraiter, puis ça va annuler l'attaque. Puis ça, c'est automatique. Là. Même les unités poches de l'Union, il n'y a pas de check à faire pour savoir si votre unité est réveillée. Le Chris, ça voit du monde avancer, puis c'est comme, hey, Esti, ça vient dessus nous autres, puis ils se mettent à tirer. Là. Fait que c'est ce qu'on appelle le defensive fire, le tir défensif. Puis il y a une autre affaire aussi qui est intéressante, c'est là que vous allez comprendre pourquoi cette pauvre unité-là ne participe pas. Il y a aussi ce qu'on appelle le supporting defensive fire. Alors, le supporting defensive fire, comment ça marche, là, c'est que les unités qui sont adjacentes à une unité qui est attaquée, mais qui ne sont pas elles-mêmes la cible d'un combat rapproché, peuvent aussi tirer sur des unités qui attaquent, mais à 50% de leur force. Alors, c'est ce qui fait que, par exemple, si je décide d'inclure cette unité-là dans l'attaque ici, ben Burling, son unité qui est là, qui est adjacente à la cible et qui est attaquée, mais qui ne sera pas attaquée par personne, puis ça on le sait parce que les annonces de Close Combat ont toutes été faites, ben Burling pourrait tirer à la moitié de sa force sur Kershaw ici. Puis il y a des cas là, où ça peut être pire que ça. Là. Vous pourriez avoir les trois unités de Burling qui sont ici, puis là, soudainement, ce combat-là devient un petit peu moins intéressant. Là. Parce que là, non seulement Kershaw va se faire tirer par l'artillerie qui est ici, mais il va se faire tirer par Burling ici, à 50% de leur force. Fait que ça va être rien que 5 de force, mais quand même. C'est un passé bien. Et le défenseur peut décider, même affaire, c'est les mêmes règles que le Fire Combat, il pourrait décider, étant donné que les deux unités sont adjacentes, de combiner son Fire ou de faire des tirs séparés. Alors, il fait ce qu'il veut. Fait que s'il veut faire une méga attaque puis ajouter au 9 de force qu'on avait calculé ici, le 5 de force de Burling, puis arriver à 14 de force contre lui, il peut le faire. S'il fait le mieux de faire deux rôles, ben, il pourra faire une première attaque à 9 puis une deuxième attaque à 5. Donc ça, c'est le défenseur qui décide. Donc au moment où on dit, bon ben ça y est, on résout ça, bon ben là, le défenseur dit, OK, tu résous ça, fait que là, bon, j'ai mon unité qui se fait attaquer, qui elle peut tirer à 100% de sa force, puis j'ai des unités qui sont adjacentes à elle, mais qui ne sont pas victimes d'une attaque, fait que là, eux autres à 50%, est-ce que je combine pas, sur qui je tire? Parce que dans un scénario comme ici, c'est un petit peu plus compliqué, parce que là, il y a deux unités qui se font attaquer, fait que même principe, l'Union pourrait décider, par exemple, mon artillerie va tirer ici, puis l'unité qui est en dessous de 4 de force va tirer ici. Ou il pourrait combiner son fire pour faire une hostie de grosse attaque sur une des unités qui l'attaque. Donc ça, c'est le défenseur qui décide. Puis malheureusement, là, comme attaquant, là, vous prenez votre mal en patience, puis vous rongez votre frein, puis vous priez au dieu des dés en attendant que ça se soit résolu. Là. Puis suite à ça, c'est possible, étant donné que c'est des attaques de fire, que une des unités que vous aviez collées soit perdre un step. Ça se pourrait qu'elle retraite. Mais là, là où on ne rigole pas, c'est que une fois que le defensive fire est résolu, vous êtes obligé de continuer l'attaque avec ce qui vous reste. Vous êtes obligé, là. Vous pouvez pas dire, ah, si, time out, les gars, finalement, ça a tellement mal été, le defensive fire, qu'on arrête tout. Fait que, par exemple, là, je dis un cas extrême, là, mais cette unité d'artillerie-là a tiré sur eux autres. Puis là, ben, Kershaw a perdu un step, mais il reste là. Puis la petite unité d'infanterie ici en dessous a tiré sur Kershaw, puis elle l'a fait retraiter d'une case. Ben là, la belle attaque là, que j'avais avec une unité de 8 puis une unité de 4,
Là, je suis rendu avec juste une unité de 4, mais elle doit continuer, là. Elle doit essayer quand même de faire du close combat. Alors, mais là, les odds ont changé dramatiquement, là. Elle va probablement manger une crise. Mais c'est ça. Et le close combat, s'il y a une affaire qui va vous faire flipper la table dans ce jeu-là, c'est ça, là. C'est extrêmement stressant. Euh, Tout est beau, là, vous lancez une attaque, là, puis là, vous dites, oh my god, le fire défensif, hostie. Puis là, le joueur qui est la cible là, prend les dés, brasse, puis là, réussit, comme je dis, à infliger des retraites, puis des step loss, puis des choses comme ça. Puis là, vous regardez ce qui vous reste, puis vous dites, oh, hostie, bon Dieu. Mais en même temps, vous n'avez pas le choix. Si vous ne faites que vous coller, par exemple, sur l'Union, ben, tôt ou tard, l'Union va piger son général, puis va dire, bon, ben, je fais du fire combat. C'est là où c'est très intéressant la dynamique, parce que même si les généraux de l'Union sont poches, ils vont manquer le jet de commandement la majorité du temps, rappelez-vous que quand vous manquez votre jet de commandement, vous avez quand même du fire combat avec la brigade là, qui va soigner dans le beurre, comme on dit. Fait que si vous êtes collé sur les rebelles, là, ben, vous allez tirer avec joie là, sur eux autres. Là. Puis les rebelles, malgré la bonne qualité de leurs unités, à la longue, à un moment donné, là, vont finir par subir des pertes, vont finir par retraiter, puis ça avancera pas. Fait qu'à un moment donné, il faut se lancer, il faut essayer de faire le ménage le plus possible avec le close combat, mais à un moment donné, il faut lancer. OK. Mais là, on va imaginer un scénario un petit peu plus. Je veux pas que vous fassiez des cauchemars cette nuit, là. Fait qu'on va imaginer un scénario un petit peu plus intéressant, là, où ces deux unités-là attaquent ici, là. Puis elles sont intègres. Alors là, c'est à ce moment-là où l'attaquant va désigner son Assaulting Hex. Typiquement, ça va être l'unité, le Hex dans lequel il reste le plus de points de force, puisque le Assaulting Hex, c'est lui qui va déterminer la colonne initiale qu'on va utiliser sur la table de combat. Fait que dans ce cas-là, si je prends cette unité-là, bon, on va partir sur la colonne 8-9. Puis si pour une raison très weird, je prenais cette unité-là, bon, on va partir sur la colonne 4. Puis c'est à partir de là qu'on va appliquer les colonnes shift. Peut-être la plus grosse erreur qui est faite dans ce jeu-là de par le monde, c'est dans le close combat d'additionner ces affaires-là pour trouver la colonne de départ. Il ne faut pas faire ça. Alors là, la colonne de départ n'est pas 12, même si j'ai 12 points de force d'impliquer. La colonne de départ, je dois choisir un Assaulting Hex et ça devient ça, la colonne de départ. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à compter les chiffres de colonne. Puis là, bon, les chiffres de colonne, on va les voir, là, mais tu sais, on shift à gauche, on shift à droite, pareil comme pour le Fire Combat. Vous allez brosser un D66, pareil comme pour le Fire Combat. Vous allez trouver le résultat de votre dé ici. Vous allez venir bridger ça avec la colonne en question. Puis ça va vous donner le résultat, là, test de routine, test tough ou test sévère. Mais la grosse différence dans le close combat, c'est que même si le rating de cohésion de l'unité que vous attaquez ne se trouve pas ici, supposons que je suis effectivement sur la colonne 8-9, puis là je suis en train d'attaquer, mettons là, une unité qui a 3 de valeur de cohésion rating, puis mettons que je pogne 22. Bon ben 22 c'est ici, j'arrive à la colonne 8-9, ah le 3 est pas là. Dans le Fire Combat, ça c'est un miss tout simplement, puis on passe au prochain appel. Okay, le cohesion rating n'est pas dans le range qui est là. C'est considéré un miss, puis that's it. En close combat, ce n'est pas si simple. Si le rating de cohésion n'est pas là, je vais vous montrer la différence, c'est ici. Donc ça, c'est le Fire Cohesion Test. Alors on voit routine, on voit tough et on voit sévère, comme on s'est parlé dans une vidéo précédente. Si je m'en vais dans les close combat cohesion test, oh surprise, j'ai routine, j'ai tough et j'ai sévère, mais j'ai une nouvelle catégorie ici qui s'appelle close fight. Alors close fight, c'est un euphémisme, c'est une façon polie de dire ça a mal été en hostie pour l'attaquant. Alors, si dans le cas que je parlais, j'ai roulé 22, je suis sur la colonne 8-9, cohesion rating de 3, j'ai rien, je vais quand même rouler un test de cohésion, mais sur de catégorie close fight, si on veut. Puis ça arrive uniquement dans les close combat. Et là, on va y revenir, dans le prochain vidéo, on va couvrir les résultats de combat qui sont possibles, mais là, il y a des résultats qui sont bad pour l'attaquant. Alors, c'est là où ma petite unité là, que j'avais tantôt, là, qui était restée toute seule là, en perdant un step loss, puis qui devait poursuivre l'attaque, là, a des hosties de bonne chance de rouler sur cette table-là.
puis elle a des hosties de bonne chance de, elle, manger une volée. En Fire Combat, il ne peut jamais rien vous arriver de négatif. Au pire aller, ça va être un miss. Dans un Close Combat, si vous réussissez pas votre jet, vous allez rouler sur la table Close Fight, et c'est là qu'il y a du monde qui peuvent pleurer, là. Fait que là, genre, vous comprenez que c'est le bout de la merde, là. Vous êtes en train d'activer une brigade, et ça se pourrait qu'au final, là, ce soit vous qui vous ramassiez avec le plus de pertes puis le plus amoché, là. Alors que l'autre n'a même pas tiré sa cheat encore peut-être de ces unités-là, puis il va pouvoir en rajouter après ça avec du Fire Combat. Fait que comme je dis, là, s'il y a des cas de table flip dans ce jeu-là, ça en est un en esti, là. Mais vraiment, c'est à s'en ronger les ongles définitivement. Alright, puis on va finir avec les shifts de colonnes qui sont possibles en close combat spécifiquement. Ce ne sont pas les mêmes, là. Fire combat shift sont ici. Close combat shift sont ici. D'abord, on va régler de quoi tout de suite. Le seul avantage d'être plusieurs hex, ben c'est le seul avantage, mais c'est quand même intéressant. Au niveau du outnumbering qui est ici. 3 pour 2, 2 pour 1, 3 pour 1 ou plus, là. Même principe, là, les shifts à gauche en faveur du défenseur, les shifts à droite en faveur de l'attaquant. Au niveau du outnumbering ici, c'est là où vous allez totaliser la valeur des unités qui attaquent. Fait que là, par exemple, ils sont 10 ici, nous sommes 12. Malheureusement, là, je n'aurai pas de shift, là. Par contre, on va tasser eux autres, on va tasser eux autres, puis mettons que j'attaque avec ces trois-là, ben 8 plus 8, 16, plus 4, 20. 20 à 10, là j'aurai un ratio de 2 pour 1, fait que j'aurai un chiffre de 2 colonnes à droite. Fait que vous shiftez à gauche si le défenseur a plus de points de force, vous shiftez à droite si c'est l'attaquant qui a le plus de points de force. Alors ça, c'est un des avantages, c'est pas négligeable, surtout si vous arrivez avec un bon ratio, là, vous pouvez avoir jusqu'à un chiffre de 3 colonnes à droite. Des fois, quand on attaque une petite unité, là, imaginez que l'artillerie n'est pas là, puis qu'on attaque une petite unité comme ça, c'est de même qu'on peut vraiment faire du dommage en hostie, là. Elle est pas grosse dans ses culottes, là, comme on dit, là, puis elle risque d'en manger une. 8 plus 8, encore là, je suis à 20, mais 20 à 4, je suis à 5 pour 1, fait que là, j'aurais vraiment mes 3 shifts à droite. Mais je répète, je pars de la colonne 8-9 et je fais 3 shifts à droite. Et je ne pars pas de la colonne 20 parce que j'ai 20 points de force en tout. L'Assaulting Hex détermine la colonne de départ. La somme ensuite de la force de toutes les unités qui attaquent, je fais un ratio avec le défenseur, puis ça va me donner des shifts de colonne seulement. Ensuite, est-ce que 50% de la force est de type SM? Ils appellent ça SM, là, mais c'est le S qui est ici, qu'on voit en bas à gauche. Là, je l'ai ramené, cette unité-là. Là. By the way, une hostie d'unité d'union, là, des héros au milieu d'une bande de concombres. Là. Mais c'est vraiment là, cette unité-là, là, 5 de force, 5 de rating de cohésion, puis elle est armée avec ces espèces de guns-là qui ont moins de portée, là, mais qu'au niveau du close combat vont donner des avantages. Fait que si j'attaque cette unité-là, puis qu'elle est toute seule, ben 50% de ses points de force à elle ont une arme de ce type-là, alors j'aurai un shift à gauche. Et si elle attaque, puis qu'elle attaque toute seule, par exemple, ben encore là, 50% de ses points de force ou plus ont ce type de gun-là, alors elle shift à droite. Alors c'est hyper rare, je me demande si c'est pas la seule unité. Eux autres aussi ont des armes comme ça, là, le petit S, là. Mais si vous regardez rapidement, eux autres aussi, Chris. Mais bref, il y a beaucoup, beaucoup de R, beaucoup de rifles là, dans les unités d'infanterie. C'est principalement ça qu'on retrouve, là. Fait que c'est rare ça quand même, mais ça l'arrive. Ensuite, vous allez comparer le rating de cohésion de l'unité principale dans le Assaulting Hex avec la lead unit dans le defensive Hex. Puis si jamais là, il y a un camp qui a un plus haut rating de cohésion que l'autre, vous allez shifter à droite ou à gauche, dépendamment si c'est l'attaquant ou le défenseur. Fait que par exemple, ici, mon Hex qui assaut est là. J'ai une valeur de cohesion rating de 4. Puis j'attaque un Hex qui a une valeur bon, de cohesion rating, on va dire qu'il y a un autre petit Graham ici. Là. J'attaque un Hex qui a une valeur de cohésion de 3. Alors je shift une fois à droite. Ça n'a pas rapport, là, même si vous avez un rating de cohésion de 5 contre un rating de cohésion de 2, vous allez quand même shifter juste de 1. D'avoir un meilleur cohesion rating va vous faire shifter de une colonne max. À noter que tantôt, là, quand ça a chié solide, là,
Puis mettons, les autres ont retraité, là, puis peu importe, le bordel est pogné, là. Fait qu'elle arrive pour attaquer là, dans cette situation-là, là, ben, elle a droppé à 3 de rating de cohésion et elle n'est plus supportée en ce moment par ses amis. Fait qu'elle a en fait 2 de rating de cohésion. Fait que, croyez-le ou non, le tout-puissant Kershaw se fait shafter au niveau du rating de cohésion par la petite unité de Graham qui est là. Fait que ce serait un shift à gauche, ça va pas en s'améliorant pour le rebelle à ce moment-là. Au niveau du terrain, le Rocky terrain va donner un shift de 1 en faveur du défenseur. Le Rocky Woods et le Devil's Den va donner un shift de 2 en faveur du défenseur. À noter que le Woods tout court, en close combat, ne donne pas de shift. C'est vraiment le sol rocailleux, j'ai l'impression, qui fait chier. Là. Fait que, donc, ça, évidemment, c'est un avantage aux défenseurs. Good Ground, c'est un événement. Donc, c'est une cheat d'événement pour l'Union spécifiquement qui va pouvoir mettre sur un hex, là, comme je disais, là, pour dire qu'on est bien installé. Là. Fait que, donc, ça donne une pénalité à l'attaquant, finalement, de 2 colonnes à gauche. On le retrouvait aussi dans le Fire Combat. Là, du Good Ground, c'est du Good Ground. C'est bon contre le Fire Combat. C'est bon contre le Close Combat aussi. Là où c'est tough en tabarnak, c'est si, évidemment, si le défenseur est sur un terrain plus élevé. Là. Fait que si le défenseur est sur le côté le plus élevé d'une slope, il y a 2 shifts à gauche. Et s'il est sur le côté le plus élevé d'un steep slope, c'est 3 colonnes à gauche. Fait qu'ici, c'est quand même un slope, comme les petites lignes oranges là, le font dire. Là, puis ben, c'est Graham qui est le plus haut, parce que là, si on cache ça, ça ici, c'est à élévation 6, puis ça ici, c'est à élévation 5. Donc, il y aurait un 2 shift à gauche ici. Quand on commence à attaquer là, dans des places tough, là, bon, par exemple, là, si j'avais là, Kershaw ici qui est à élévation 4, qui essaye d'attaquer eux autres qui sont à élévation 6. Et là, j'ai un steep slope ici, là, comme on le voit avec les 2 lignes noires. Fait que là, c'est 3 shifts à gauche. Il y a des places qui sont tough en crise à prendre. Tu sais, là, Little Round Top, là, puis cette petite place-là, -là, c'est épouvantable. Tu sais, puis c'est du Rocky en plus, là. Fait que déjà en partant, là, vous avez besoin d'être. Oups. Vous avez besoin d'être pas pire, là, parce que Defender une Rocky, un shift à gauche. Puis Defender on higher side of steep slope, 3 shifts à gauche. J'ai rendu à 4 shifts à gauche, là. Alors, bonne chance. En conclusion, dans les bonnes nouvelles, si au final, quand vous arrivez pour attaquer, là, quand même, c'est logique, 50% ou plus des points de force du défenseur sont de l'artillerie, ben là, c'est 4 shifts à droite. Fait que l'artillerie, en gros, quand on l'attaque, là, c'est comme je dis, on se ferme les yeux, là, puis tu me le diras ce que tu as brassé, là, ben, on reçoit un hostie de coups de canon au visage, mais si jamais on réussit à survivre à ça, le 4 shift à droite va faire en sorte que la majorité du temps, en close combat, l'artillerie va crisser son camp, là, puis il va en manger une. C'est normal, une fois qu'on s'est rapproché, par exemple, qu'on ait collé ses canons, ça revole en crise, là. Rebel Yell, c'est une cheat rebelle, un événement rebelle. On va y revenir, ça aussi. Et Flanking Attack, c'est une autre raison d'avoir plusieurs personnes qui participent à la fête. Alors, dans ce cas-là ici, c'est un peu le même principe que le Fire Combat, là, mais dans ce cas-là ici, si j'attaque avec lui, supporté par ces deux-là, là, je suis considéré comme ayant un Flanking Attack sur Graham. Même si Graham réussit à faire freer lui, puis que je décide d'attaquer avec lui, ben, j'ai quand même un flanking attack parce qu'on attaque de 2 hex qui sont pas collés. Fait que dès que vous attaquez de 3 hex ou plus, c'est une flanking attack. Si vous attaquez à partir d'au moins 2 hex puis que ces hex-là sont pas collés, c'est considéré un flanking attack aussi. Le Graham ne sait plus où donner de la tête, puis il y a plus de chances de se faire ramasser, là, ce qui concrètement donne un shift de 2 colonnes en faveur de l'attaquant. Alors voilà, puis on va voir après ça, on va brasser le test de cohésion. Là, on va regarder les résultats du test de cohésion au prochain vidéo. Là. Bien évidemment, suite à ça, là, le défenseur peut retraiter, l'attaquant peut avancer, il peut avoir de la panique même dans les troupes de l'Union. À ce moment-là, là, on va tout voir ça au final, là, mais c'est la base du close combat. Là. Vous savez tout ce qu'il faut pour être capable de rentrer dans votre adversaire en combat rapproché. Fait que, encore là, manquez pas le prochain vidéo. On va regarder là, les différents résultats possibles de tests de cohésion suite à des Fire Combat puis à des Close Combat. À plus!